J'étais là quand ils sont arrivés. Pas dans le ciel, avec des vaisseaux qui percent les nuages, comme dans les films. Pas avec des faisceaux de lumière qui descendent sur les capitales du monde. Pas avec le fracas métallique d'une invasion que Hollywood nous a fait répéter mentalement pendant des décennies. Non, ils sont apparus sur tous les écrans du monde en même temps, sans avertissement, sans signal radar, sans que personne, pas un seul ingénieur, pas un seul scientifique, pas un seul expert en télécommunications, ne comprenne comment c'était techniquement possible. Je m'appelle Thomas Mercier, j'ai 43 ans. Je vis seul dans un appartement de 2 pièces au 3e étage d'un immeuble grisâtre à Rouen, dans un quartier où personne ne se regarde vraiment, où les voisins se croisent dans les escaliers en évitant les yeux, en murmurant des bonjours qui ne veulent rien dire. Et jusqu'à ce soir-là, ma plus grande préoccupation était de savoir si mon contrat à durée déterminée serait renouvelé pour la 5e fois consécutive, ou si cette fois, finalement, l'entreprise déciderait que j'étais remplaçable, interchangeable, effaçable. Je rentrais chez moi après une journée qui ressemblait à toutes les autres, une journée faite de réunions vides de sens où des gens en costume trop serré parlèrent de chiffres qui ne signifiaient rien pour personne. Une journée de mails qui ne disaient rien, qui tournaient en rond, qui créaient du travail pour justifier d'autres travails. Une journée de cette sensation permanente de courir sans avancer, de pédaler dans le vide, de jouer un rôle dont personne ne comprenait plus l'intrigue. Les rues étaient étrangement calmes ce soir-là. Pas un silence paisible, celui des dimanches matins où la ville dort encore, où les oiseaux osent chanter. Non, c'était un silence tendu, oppressant, comme si quelque chose dans l'air s'était durci, comme si l'atmosphère elle-même retenait son souffle, attendant quelque chose qu'elle seule pouvait pressentir. Je ne l'avais pas remarqué tout de suite, bien sûr. On s'habitue à tout. On s'habitue au bruit, on s'habitue au silence, on s'habitue à l'oppression invisible qui pèse sur les épaules comme un manteau de plomb qu'on a oublié qu'on portait. C'est ça, l'une des choses les plus terrifiantes de la condition humaine. Notre capacité infinie à normaliser l'anormal, à apprivoiser l'insupportable, à domestiquer l'intolérable. Les dernières semaines avaient été bizarres, pas d'une manière spectaculaire, mais d'une manière insidieuse, subtile, comme une fièvre qui monte si lentement qu'on ne s'en rend compte que lorsqu'on ne peut plus se lever du lit. Des tempêtes qui n'avaient aucun sens météorologique, qui apparaissaient là où elles n'auraient jamais dû se former, qui duraient trop longtemps ou pas assez, qui défiaient toutes les modélisations. Des pannes électriques répétées dans toute l'Europe, sans explication cohérente, touchant des zones qui n'avaient aucun lien entre elles. Des gens qui parlaient de plus en plus fort, de plus en plus vite, comme s'ils essayaient de couvrir un bruit qu'eux seuls entendaient, un bourdonnement intérieur qu'ils ne pouvaient plus supporter. Et puis cette chose indéfinissable, cette lourdeur dans la poitrine que je ressentais chaque matin en me réveillant, ce sentiment diffus que tout se délitait lentement, que quelque chose de fondamental se cassait dans le monde, sans qu'on puisse pointer du doigt exactement ce qui se brisait. Comme regarder une photo qui se décolore pixel par pixel, si lentement qu'on ne remarque le changement que lorsqu'il est presque trop tard. Je suis entré chez moi ce soir-là. J'ai posé mon sac sur la petite table de l'entrée, celle que j'avais achetée d'occasion il y a 7 ans, et qui penchait légèrement sur la gauche. J'ai retiré mes chaussures machinalement, par habitude plus que par décision consciente. J'ai traversé le couloir étroit jusqu'au salon, cette pièce que j'appelais pompeusement ainsi, alors qu'elle contenait seulement un vieux canapé bleu usé, une table basse couverte de magazines que je ne lisais jamais, et une télévision que je n'avais achetée que parce qu'un appartement sans télévision semblait trop pathétique, même pour moi. J'ai allumé la télévision machinalement. Pas parce que j'avais envie de regarder quelque chose en particulier, mais parce que le silence de l'appartement était devenu insupportable ces derniers mois. Ce silence qui amplifiait le bruit de mes propres pensées, qui me forçait à entendre tout ce que j'essayais d'éviter pendant la journée. L'écran s'est allumé.
Et là, à la place du journal télévisé habituel, à la place des publicités criardes, à la place du divertissement anesthésiant, il y avait un visage, pas humain, mais pas monstrueux non plus, quelque chose entre les deux, ou peut-être au-delà des deux, quelque chose de doux presque, de translucide, une peau qui semblait faite de lumière solidifiée, qui émettait une lueur pâle, argentée, qui pulsait doucement comme un cœur qui bat, des yeux immenses, démesurés par rapport au reste du visage, d'un ambre profond strié de fils dorés qui semblaient bouger lentement, comme des galaxies miniatures en rotation perpétuelle. Des yeux qui semblaient voir à travers l'objectif, à travers l'écran, à travers les murs de mon appartement, à travers ma peau, mes os, jusqu'à quelque chose de plus profond que je n'avais pas de mots pour nommer. J'ai senti mon cœur s'arrêter, littéralement. Une seconde de vide complet et de suspension avant qu'il ne reparte en battant 2 fois plus vite, cognant contre ma cage thoracique comme s'il cherchait à s'échapper. Une voix s'est élevée, claire, sans accent, sans émotion excessive, mais avec une présence, une densité qui donnait l'impression qu'elle ne passait pas par les haut-parleurs de la télévision, mais qu'elle résonnait directement dans mon crâne, dans mes os, dans chaque cellule de mon corps. Nous ne sommes pas venus vous sauver. Voilà les premiers mots qu'ils ont prononcés. Pas de salutation, pas de terrien, nous venons en paix, pas de présentation diplomatique. Juste cette phrase, nette, froide, tranchante comme une lame, qui a coupé court immédiatement à tous les espoirs secrets, inconscients, que l'humanité portait sans le dire à voix haute depuis des décennies. L'espoir qu'un jour, quelqu'un viendrait nous sauver. Que des êtres plus évolués, plus sages, plus puissants débarqueraient pour réparer nos erreurs, guérir nos blessures, nous montrer le chemin que nous avions perdu. Nous ne sommes pas venus vous sauver, ont-ils répété, et cette fois, il y avait quelque chose dans la voix. Pas de la cruauté, de la tristesse peut-être, ou de la compassion, ou quelque chose entre les deux qu'on n'a pas de mots pour nommer. Nous observons votre espèce depuis des millénaires. Nous avons vu vos débuts. Nous avons vu vos premiers pas quand vous ne faisiez que survivre dans des grottes, terrifiés par le feu que vous ne compreniez pas encore. Nous avons vu vos premiers villages, vos premières villes, vos premières civilisations qui s'élevaient et s'effondraient comme des vagues sur une plage. Nous avons vu vos choix, chaque bifurcation, chaque moment où vous auriez pu emprunter un chemin différent et où vous avez choisi celui qui vous menait ici. Nous avons vu ce que vous êtes devenus. Et nous sommes ici maintenant, non pas pour intervenir, mais pour clarifier une chose que vous appelez l'apocalypse, mais que vous n'avez jamais comprise. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang cogner contre mes tempes. Un rythme sourd, primitif, animal. Je me suis assis lentement sur le canapé. Mes jambes ne me portaient plus, les yeux rivés sur l'écran, incapable de détourner le regard, incapable même de cligner des yeux. Ce que vous vivez en ce moment n'est pas une punition. Ce n'est pas la colère d'un Dieu vengeur, ce n'est pas un châtiment cosmique pour vos péchés, comme vos religions vous l'ont enseigné. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus profond. C'est une révélation. Le mot est resté suspendu dans l'air, vibrant. Le mot apocalypse, dans votre langue ancienne, le grec que vous avez presque oublié, signifie dévoilement, révélation. Le moment où ce qui était caché devient visible. Le moment où le voile tombe. Et ce qui se dévoile maintenant, ce qui se révèle à vous en ce moment précis, c'est la vérité que vous avez passé des siècles, des millénaires, à enfouir sous des couches et des couches de confort, de distraction, de mensonges collectifs que vous vous racontiez pour pouvoir dormir la nuit. Je sentais mes mains trembler. Pas de peur, ou pas seulement de peur, quelque chose d'autre, de la reconnaissance. Comme si quelque chose en moi, quelque chose de profond, d'ancien, de presque oublié, savait déjà ce qu'ils allaient dire. Comme si je l'avais toujours su, mais que j'avais passé toute ma vie à faire semblant de ne pas savoir. Vous avez construit une civilisation entière, une structure globale d'une complexité stupéfiante, sur une illusion fondamentale.
l'illusion que les choses ont plus de valeur que les êtres. Vous mesurez votre existence en chiffres, en objets, en propriétés, en possession. Vous dites « je suis » en énumérant ce que vous avez. Je suis une maison, je suis une voiture, je suis un compte en banque, je suis un poste, je suis un statut. Comme si vous étiez la somme de vos possessions, comme si en accumulant assez de choses, vous pourriez combler le vide que vous sentez grandir en vous. Les mots tombaient comme des pierres dans un lac gelé, brisant une surface que je n'avais jamais osé toucher, créant des fissures qui s'étendaient dans toutes les directions. Vous avez remplacé la connexion par la consommation. Vous avez confondu le confort avec le sens. Vous avez échangé la profondeur contre la facilité, l'être contre l'avoir, l'essence contre l'apparence. Et maintenant, vous êtes au bord de l'effondrement. Non pas parce que le monde physique s'écroule, même si c'est ce qui se passe aussi, mais parce que vous avez oublié ce que signifie être humain. Vous avez oublié pourquoi vous existez. Vous avez oublié ce que c'est que de ressentir vraiment, de connecter vraiment, d'aimer vraiment. Ils ont fait une pause, longue, pesante, et j'ai réalisé que je pleurais. Des larmes silencieuses qui coulaient sur mes joues sans que j'aie décidé de pleurer, sans que je comprenne exactement pourquoi je pleurais. Pas de tristesse, quelque chose d'autre, de plus vaste, de plus ancien. Vous ne vous regardez plus, vous ne vous écoutez plus, vous ne vous voyez plus. Vous passez devant des sans-abri dans la rue, des êtres humains en détresse absolue, et vous détournez les yeux. Vous les effacez mentalement. Vous les transformez en décor, en fond d'écran de votre vie confortable. Vous parlez à vos enfants sans les entendre vraiment, en pensant déjà à la prochaine tâche, au prochain email, au prochain problème à résoudre. Vous embrassez vos partenaires sans les sentir, sans être présent, comme un rituel vide qui simule l'intimité sans en avoir la substance. Vous êtes devenus des fantômes dans vos propres vies, présents physiquement, absents dans tout le reste. Je pensais à ma mère, 68 ans, veuve depuis 5 ans, vivant seule dans l'appartement où j'avais grandi, à 1 heure de route d'ici. 1 heure, 60 minutes. Et je ne l'avais pas appelée depuis 3 semaines, pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que... Parce que quoi? Parce que j'avais été occupé? Parce que j'avais oublié? Non, parce que c'était plus facile de ne pas appeler, parce qu'appeler signifiait affronter sa solitude et la mienne, parce qu'appeler signifiait être présent, vraiment présent, et je ne savais plus comment faire ça. Je pensais à cette femme dans le métro hier, assise dans un coin, la tête baissée, les épaules secouées de sanglots silencieux. Elle pleurait, en public, sans retenue, et j'avais regardé ailleurs. J'avais fait comme tous les autres passagers. J'avais augmenté le volume de mes écouteurs et j'avais fixé mon téléphone, faisant semblant qu'elle n'existait pas, parce que reconnaître son existence signifiait reconnaître sa douleur, et reconnaître sa douleur signifiait peut-être faire quelque chose. Et je ne voulais pas faire quelque chose, je voulais juste rentrer chez moi. Je pensais à toutes ces fois où j'avais choisi mon téléphone plutôt que le regard de quelqu'un. Toutes ces conversations esquivées. Toutes ces connexions possibles évitées, toutes ces occasions de toucher un autre être humain, vraiment, profondément, que j'avais laissé passer parce que c'était plus simple, plus sûr, moins risqué de rester dans ma bulle. L'apocalypse n'a pas commencé aujourd'hui, a continué la voix. L'apocalypse n'a pas commencé hier. Elle n'a pas commencé il y a 1 an, ou 10 ans, ou 100 ans. Elle a commencé le jour où vous avez choisi les choses plutôt que la conscience. Le jour où vous avez choisi d'avoir raison plutôt que d'être en paix. Le jour où vous avez cessé de vous demander pourquoi vous viviez, quel était le sens de votre existence, quelle était votre place dans le vaste mystère de l'univers, et où vous vous êtes contenté de survivre, de répéter les mêmes gestes, de suivre les mêmes routines, de jouer les mêmes rôles jour après jour, jusqu'à ce que la mort vienne enfin vous libérer de cette prison que vous aviez construite vous-même. Un silence, long, pesant, absolu. Le genre de silence qui ne se contente pas d'être une absence de bruit, mais qui est une présence en soi, quelque chose de dense,
de palpable, qui remplit l'espace et vous force à l'affronter. Puis la voix a repris, plus douce cette fois, presque compatissante, presque tendre. Nous avons vu d'autres civilisations arriver à ce point, dans d'autres mondes, à d'autres époques, dans d'autres galaxies si éloignées de la vôtre que même votre imagination ne peut pas concevoir la distance. Des civilisations très différentes de la vôtre dans la forme, mais identiques dans l'essence. Des êtres qui pensaient, qui ressentaient, qui créaient, qui aimaient, qui souffraient. Et chacune d'entre elles est arrivée à ce même carrefour, à ce même moment de choix. Certaines ont franchi ce seuil. Elles ont fait le saut. Elles ont transcendé. Elles existent maintenant dans des états de conscience que vous ne pouvez pas encore imaginer. D'autres non. D'autres ont choisi de continuer comme avant, de refuser le réveil, de s'accrocher à leurs illusions jusqu'à ce que ces illusions les détruisent complètement. Mon souffle s'est coupé. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, quelque chose de froid et de lourd qui descendait dans mon ventre. Et la différence entre celles qui ont réussi et celles qui ont échoué n'était jamais technologique. Ce n'était jamais une question de savoir si elles avaient développé tel ou tel outil, telle ou telle machine, telle ou telle arme. Non. La différence était toujours intérieure. C'était une question de conscience, une question de choix. Une question de savoir si suffisamment d'individus étaient prêts à abandonner l'ancien pour embrasser le nouveau, à lâcher prise sur ce qui les définissait, pour découvrir ce qu'ils étaient vraiment. Ils ont laissé ces mots résonner un moment avant de continuer. Ce que vous appelez l'apocalypse, ce que vous imaginez comme la fin du monde, les 4 cavaliers, le feu et le soufre, les trompettes du jugement dernier, tout ce folklore que vos religions ont tissé autour de ce concept, tout cela n'est qu'une métaphore, une tentative maladroite de décrire quelque chose d'indicible. L'Apocalypse n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, la fin d'une façon de penser, d'être, d'exister, et le début potentiel d'autre chose. Quelque chose de plus vaste, quelque chose de plus authentique, quelque chose de plus aligné avec ce que vous êtes vraiment. La créature sur l'écran a bougé légèrement, et pour la première fois, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose derrière elle. Pas un mur, pas un vaisseau spatial, quelque chose qui ressemblait à de l'espace pur, à du vide, mais un vide plein, vivant, vibrant d'une énergie que je ne pouvais pas nommer. Ce que vous appelez l'apocalypse est en réalité un moment de choix. Le dernier moment où vous pouvez encore vous souvenir de qui vous êtes vraiment, pas ce que vous possédez, pas ce que vous accomplissez, pas votre titre professionnel ou votre statut social, pas ce que les autres pensent de vous, pas même ce que vous pensez de vous-même, mais ce que vous ressentez quand tout cela disparaît, quand il ne reste que vous, face à vous-même, nu, sans masque, sans rôle, sans échappatoire, sans nulle part où vous cacher. Les larmes coulaient maintenant librement sur mes joues. Je ne les essuyais même pas, je ne pleurais pas de tristesse, je pleurais de vérité, de cette vérité brute, crue, insupportable que j'avais évitée toute ma vie, que j'avais enterrée sous des couches et des couches d'habitude, d'obligation, de distraction, de peur, et qui maintenant émergeait malgré moi, déferlait sur moi comme une vague qui balaye tout sur son passage. Vous ne serez pas sauvés par nous. Nous ne sommes pas venus jouer ce rôle, nous ne sommes pas vos sauveurs, nous ne sommes pas vos messies, nous ne sommes que des témoins, des observateurs qui ont choisi, cette fois, exceptionnellement, de briser notre règle de non-intervention pour vous dire ce que nous voyons. Vous ne serez pas sauvés par une intervention divine non plus. Vos dieux, tous vos dieux, toutes ces entités que vous avez créées et adorées et suppliées pendant des millénaires, ne viendront pas vous sauver parce qu'ils n'existent que dans votre imagination collective, parce qu'ils sont des projections de ce que vous auriez aimé être et que vous avez placé à l'extérieur de vous-même au lieu de le cultiver à l'intérieur. J'ai entendu quelqu'un quelque part dans l'immeuble crier. Un cri de choc ou de peur ou peut-être de soulagement. Je n'étais pas le seul à regarder. Le monde entier regardait, sur chaque écran, dans chaque maison, dans chaque pays.
7 milliards d'êtres humains confrontés simultanément à la même vérité impossible. Vous ne serez pas sauvés par la technologie. Vos machines, aussi sophistiquées soient-elles, ne peuvent pas résoudre ce qui est fondamentalement un problème de conscience, pas de capacité. Vous ne serez pas sauvés par un leader providentiel, un homme ou une femme charismatique qui vous promettrait de tout arranger si seulement vous lui donniez assez de pouvoir. Cette stratégie n'a jamais fonctionné. Elle a toujours mené au même endroit. Plus de souffrance, plus de division, plus de peur. La voix a pris une qualité différente, plus douce, presque intime, comme si la créature parlait directement à moi, personnellement, individuellement, même si je savais que des milliards d'autres l'entendaient simultanément. Vous serez sauvés par vous-même, ou vous ne le serez pas. Et ce salut, cette rédemption, cette transcendance, quel que soit le nom que vous vouliez lui donner, ne passera pas par des miracles extérieurs, par des interventions divines, par des solutions magiques qui tomberaient du ciel. Elle passera par des choix quotidiens, des choix simples, des choix invisibles, des choix que personne d'autre ne verra jamais, mais qui détermineront tout. Si vous écoutez cette histoire en ce moment, arrêtez-vous une seconde, vraiment. Arrêtez-vous. Prenez conscience de ce moment. Vous êtes là, en train d'écouter ces mots, en train de recevoir ce message, et ce n'est pas un hasard. Rien n'est jamais un hasard. Abonnez-vous à cette chaîne si vous sentez que quelque chose résonne en vous. Laissez un like si cette histoire touche quelque chose de profond, quelque chose que vous ne savez pas nommer. Et dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, d'où est-ce que vous écoutez cette histoire en ce moment? De quel pays? De quelle ville? Dans quelle situation? Seul chez vous? En conduisant? En travaillant? Parce que ce qui se passe ici, maintenant, entre ces mots et vous, c'est exactement ce dont il parlait. Une connexion, un instant de présence, une brèche dans l'automatisme, une seconde où vous n'êtes pas en train de faire semblant, où vous n'êtes pas en train de jouer un rôle, où vous êtes juste là, présent, conscient, vivant. La voix a continué, plus ferme maintenant, plus directe. Le choix est simple, mais il n'est pas facile, et c'est important de comprendre la différence. Simple ne signifie pas facile. Le choix est simple à comprendre, simple à énoncer. Choisir la coopération plutôt que la compétition. Choisir la présence plutôt que la distraction. Choisir le sens plutôt que l'accumulation. Choisir de voir l'autre, celui qui est devant vous, comme un reflet de vous-même, comme un aspect différent de la même conscience qui vous habite, et non comme un obstacle à vos désirs, un concurrent pour des ressources limitées, une menace à éliminer. Je pensais à mon collègue, Julien, un type que je détestais. Du moins, c'est ce que je me disais. Je le détestais pour une raison que maintenant, en y pensant vraiment, je ne me rappelais même plus. Quelque chose qu'il avait dit lors d'une réunion il y a 3 ans, quelque chose qu'il avait fait qui m'avait offensé, ou peut-être juste le fait qu'il semblait avoir réussi là où j'avais l'impression d'avoir échoué, qu'il semblait confiant là où je me sentais perdu, et que cette comparaison était insupportable. Je pensais à cette obsession permanente de réussir, de prouver, de valoir quelque chose aux yeux de gens dont, honnêtement, je me fichais complètement. Des gens que je ne reverrai jamais, des gens dont l'opinion sur moi n'aurait aucune importance dans 10 ans, dans 5 ans, dans 1 an. Mais j'avais construit toute ma vie autour de cette quête d'approbation externe, comme si mon existence ne devenait réelle que validée par le regard des autres. Je pensais à toutes ces heures perdues, des centaines d'heures, des milliers peut-être, à scroller sur mon téléphone, à consommer du contenu qui ne m'apportait rien, qui ne me nourrissait pas, qui ne me faisait même pas vraiment plaisir. Juste du bruit, du remplissage, de la distraction pour échapper au silence, à la solitude, à moi-même, à cette voix intérieure que j'avais passé ma vie à fuir, qui me disait que quelque chose n'allait pas, que je n'étais pas sur le bon chemin, que je perdais quelque chose d'essentiel en vivant comme ça. Je pensais à Sophie. Ma dernière relation, il y a 4 ans,
3 années ensemble, puis une rupture dont je ne comprenais toujours pas vraiment les raisons. Elle avait dit « Tu n'es jamais vraiment là, Thomas. Même quand tu es physiquement présent, tu es ailleurs. Je ne te sens pas, je ne t'atteins pas. » Et je m'étais défendu, bien sûr. J'avais argumenté, j'avais nié. Mais au fond, je savais qu'elle avait raison. J'étais devenu un expert dans l'art d'être absent tout en ayant l'air présent. De hocher la tête au bon moment, de dire les bonnes choses au bon moment, de simuler l'intimité sans jamais vraiment m'y risquer, sans jamais vraiment m'ouvrir, sans jamais vraiment me montrer vulnérable. Parce que la vulnérabilité était terrifiante. Montrer qui j'étais vraiment, avec mes doutes, mes peurs, mes insécurités, mes zones d'ombre, mes parties honteuses, c'était risquer d'être rejeté. Et le rejet était la pire chose que je pouvais imaginer. Alors j'avais construit un personnage. Thomas version publique, Thomas version acceptable, Thomas version qui ne dérange personne, qui ne demande rien, qui n'a pas besoin des autres, parce qu'avoir besoin, c'est être faible, et être faible, c'est être vulnérable, et être vulnérable, c'est risquer de souffrir. Mais ce personnage avait un prix. Le prix était ma vie. Le prix était ma capacité à ressentir vraiment, à connecter vraiment, à aimer vraiment. Le prix était cette séparation croissante entre qui j'étais à l'intérieur et qui je montrais à l'extérieur. Une fissure qui s'élargissait chaque année, créant une douleur sourde, constante, que j'essayais de ne pas sentir en restant constamment distrait, constamment occupé, constamment en mouvement. Je pensais à mon père, mort quand j'avais 15 ans d'une crise cardiaque soudaine, foudroyante, 52 ans. Un homme qui travaillait 70 heures par semaine pour assurer à sa famille un niveau de vie confortable. Un homme bon, dévoué, responsable. Un homme que je connaissais à peine finalement, parce qu'il était toujours au travail, toujours fatigué quand il rentrait, toujours préoccupé par les factures, par les responsabilités, par le poids écrasant d'être un homme dans une société qui mesure la valeur d'un homme à sa capacité à fournir. Nous n'avions jamais vraiment parlé, mon père et moi. Pas de ces conversations profondes où on partage ce qu'on ressent vraiment, où on dit qu'on a peur, qu'on est perdu, qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Non, nous parlions de choses pratiques, de sport, de politique parfois, de la météo, des conversations qui maintenaient une distance sécuritaire entre nous, qui ne risquaient jamais d'atteindre quelque chose de trop réel, de trop cru. Et puis il était mort, brutalement, sans avertissement. Et j'avais réalisé, trop tard, que je ne le connaissais pas vraiment, que je ne l'avais jamais vraiment vu, que je ne lui avais jamais vraiment dit que je l'aimais, que je l'admirais, que j'avais besoin de lui. Ces mots étaient restés prisonniers dans ma gorge, dans ma poitrine, quelque part où ils pourrissaient lentement, se transformant en regret, en culpabilité, en tristesse non résolue que je portais comme un poids invisible. Et j'avais juré à l'époque de ne plus faire ça, de ne plus laisser passer le temps sans dire ce qui était important, de ne plus attendre le moment parfait qui ne viendrait jamais. Mais c'était exactement ce que j'avais fait, pendant 28 ans. J'avais répété exactement le même schéma avec ma mère, avec mes amis, avec mes partenaires, avec tout le monde dans ma vie. La distance, la superficialité, l'évitement de tout ce qui était trop réel, jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce moment où une vérité impossible, prononcée par des êtres impossibles, avait percé toutes mes défenses, tous mes mécanismes de protection, toutes mes stratégies d'évitement, et m'avait forcé à voir ce que j'avais toujours su, mais refusé de reconnaître, que je n'étais pas en train de vivre, que j'étais en train de survivre, de passer le temps, d'attendre quelque chose sans savoir quoi, d'espérer vaguement que les choses s'amélioreraient magiquement, sans que j'aie à changer quoi que ce soit, sans que j'aie à affronter mes peurs, sans que j'aie à sortir de ma zone de confort qui était devenue une prison tellement familière que je ne la reconnaissais même plus comme telle. Je pensais à tous ces matins où je m'étais réveillé avec cette sensation écrasante dans la poitrine, cette sensation de vide, de futilité, de « est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est tout ?»
30, 40, 50 ans de plus de la même chose jusqu'à ce que je meure, et que ce sera tout, et que ma vie n'aura été qu'une série d'habitudes répétées mécaniquement, sans jamais vraiment toucher quelque chose de profond, de significatif, de réel, cette terreur existentielle que j'avais appris à enfouir sous ma routine matinale. Réveil, douche, café, habillage automatique, trajet mécanique vers le travail. 8 heures de tâches qui ne signifiaient rien. Retour mécanique à l'appartement. Dîner solitaire devant la télévision. Quelques heures de distraction digitale. Sommeil agité. Réveil. Recommencer. Jour après jour. Semaine après semaine. Année après année. Une vie qui ressemblait à un tapis roulant où je marchais sans avancer, où je bougeais sans aller nulle part, où je faisais semblant d'exister sans vraiment vivre. Vous avez peur de la solitude, alors vous la fuyez, a dit la voix comme si elle lisait directement dans mes pensées. Vous la remplissez de bruit, de lumière, de distraction, de n'importe quoi qui puisse couvrir ce silence intérieur que vous trouvez terrifiant. Vous avez peur du silence, alors vous le couvrez. Musique, télévision, conversation superficielle, n'importe quoi plutôt que d'être seul avec vous-même. Vous avez peur de vous sentir, de ressentir vraiment ce qui se passe en vous, alors vous vous anesthésiez. Alcool, nourriture, drogue, travail, sexe, shopping, n'importe quelle addiction qui peut vous garder dans l'engourdissement. Chaque mot était une flèche qui touchait sa cible avec une précision chirurgicale. Et cette fuite vous a mené ici, au bord du gouffre, au bord de l'abîme, à ce point où il ne reste plus rien à fuir, où vous avez épuisé toutes les distractions, où vous avez essayé toutes les échappatoires, et où vous vous retrouvez face à face avec la seule chose que vous avez toujours évitée, vous-même, votre propre conscience, votre propre vérité, votre propre douleur. Un autre silence, plus long encore que le précédent. Un silence qui semblait s'étirer à l'infini, qui semblait remplir non seulement mon appartement, mais le monde entier, comme si la planète elle-même retenait son souffle. Je sentais mon cœur battre différemment, plus lentement, plus profondément, comme si quelque chose en moi se dénouait, comme si un nœud que je portais depuis des années, depuis toujours peut-être, commençait à se défaire lentement, douloureusement, libérant une tension que j'avais oubliée que je portais. « Nous partons maintenant », a dit la voix, et j'ai senti quelque chose se briser en moi à ces mots. Une panique soudaine. Non, pas encore. Pas maintenant. Il y a encore tant de choses que je ne comprends pas, tant de questions, tant de peurs. Nous ne reviendrons pas. Ce contact, cette intervention, cette violation de notre règle de non-interférence, c'est la seule fois. C'est la seule chance. Ce que vous ferez de ce message ne nous appartient pas. Nous ne pouvons pas choisir pour vous. Nous ne pouvons que vous montrer ce que nous voyons et vous laisser décider. La créature sur l'écran a légèrement incliné la tête, un geste étrangement humain qui m'a touché plus que tous les mots. Mais sachez ceci, et c'est la dernière chose que nous vous dirons. L'Apocalypse n'est pas la fin du monde. L'Apocalypse n'est pas la destruction de tout ce qui existe. L'Apocalypse est la fin du mensonge, la fin de l'illusion. La fin de la croyance que vous pouvez continuer ainsi sans conséquence. La fin de l'idée que quelqu'un d'autre résoudra vos problèmes à votre place. La fin de l'attente passive d'un sauveur qui ne viendra jamais. C'est la fin de l'histoire que vous vous racontiez pour pouvoir continuer à dormir la nuit. Et puis, quelque chose de remarquable s'est produit. La créature a souri. Ou du moins, quelque chose qui ressemblait à un sourire, même si son visage n'était pas vraiment fait pour cette expression. Et dans ce sourire, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu avant. De l'espoir, de l'amour, de la foi en nous. L'Apocalypse est la fin d'un monde, oui, mais elle peut être le début d'un autre. Un monde où vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment. Un monde où vous choisissez la connexion plutôt que la séparation. Un monde où vous mesurez votre richesse en amour partagé et non en choses accumulées. Un monde où vous êtes présent, conscient, vivant, vraiment vivant, pour la première fois depuis très très longtemps. L'écran est devenu noir. Pas de fondu au noir progressif, pas de logo, pas de générique, juste le noir. Instantané, complet, absolu. Et le silence.
un silence si profond, si vaste, si total, qu'il semblait avoir une texture, une densité, une présence physique. Un silence qui remplissait toute la pièce, tout l'appartement, tout l'immeuble, toute la ville, toute la planète peut-être. Je suis resté assis là, sur mon vieux canapé bleu, immobile, pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Je ne sais pas combien de temps exactement. Les minutes avaient perdu leur sens. Le temps lui-même semblait avoir changé de nature, comme si l'apocalypse avait altéré non seulement notre conscience, mais la structure même de la réalité. Et puis, lentement, comme quelqu'un qui émerge d'un rêve profond, j'ai bougé. J'ai tendu la main vers la table basse et j'ai pris mon téléphone. Mon téléphone. Cet objet que j'avais utilisé des milliers de fois par jour pour éviter de vivre, pour fuir la présence, pour rester dans la distraction. Et maintenant, pour la première fois peut-être, j'allais l'utiliser pour me connecter vraiment. J'ai cherché le contact de ma mère dans le répertoire. Maman. Un mot si simple. Un mot que je n'avais pas prononcé à voix haute depuis des semaines, depuis des mois peut-être. Comme si dire ce mot à voix haute me rendait trop vulnérable, trop exposé. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Une sonnerie. 2, 3. Allô? Sa voix, surprise, inquiète immédiatement, parce que je n'appelais jamais comme ça, sans raison, sans préavis. Thomas, tout va bien? Il s'est passé quelque chose? Et j'ai réalisé à cet instant combien notre relation était devenue déformée, tordue par mes années d'évitement. Qu'elle supposait automatiquement qu'il fallait une catastrophe pour que j'appelle. Qu'un appel spontané de son fils était devenu synonyme de mauvaise nouvelle. Oui, maman, tout va bien. Je voulais juste... Ma voix s'est brisée. J'ai senti ma gorge se serrer. Toutes ces années de retenue, de non-dit, de sentiments réprimés qui remontaient d'un coup à la surface. Je voulais juste te dire que je t'aime. C'est tout. Je voulais te dire que je suis désolé de ne pas avoir appelé plus souvent. Désolé de t'avoir négligé, désolé d'avoir laissé la vie, ou ce que j'appelais la vie, m'éloigner de toi. Et je voulais te dire que je t'aime. Vraiment. Profondément. Pas comme une obligation filiale, pas comme quelque chose que je suis censé dire, mais vraiment. Je t'aime, maman. Un silence à l'autre bout du fil, un silence différent du silence apocalyptique d'il y a quelques minutes, un silence empli de tout ce que nous n'avions jamais su dire. Thomas, sa voix tremblait. Mon chéri, moi aussi je t'aime, tellement, tellement. Et nous avons pleuré ensemble, à travers le téléphone, ma mère dans sa solitude de veuve, et moi dans ma solitude de fils perdu, pleurant pour toutes ces années perdues, pour toutes ces occasions manquées, pour tout l'amour qui était là, qui avait toujours été là, mais que nous n'avions jamais su exprimer parce que c'était plus facile de faire semblant que tout allait bien, que c'était normal de vivre ainsi, déconnecté, séparé, chacun dans sa bulle de souffrance silencieuse. Nous avons parlé pendant 1 heure. Une vraie conversation, pas un échange d'informations superficielles, pas un catalogue de faits et de nouvelles, mais une vraie conversation où nous nous écoutions vraiment, où nous étions présents l'un à l'autre, où nous osions être vulnérables, être vrais, être nous-mêmes sans les masques que nous portions habituellement. Quand j'ai raccroché, j'étais épuisé, mais c'était un épuisement différent de la fatigue chronique que je portais depuis des années. C'était l'épuisement de quelqu'un qui a fait un effort intense, oui, mais un effort qui en valait la peine, comme après un bon entraînement physique. Pas la fatigue toxique de l'évitement et du refoulement, mais la fatigue saine de l'engagement authentique. Je me suis levé du canapé, mes jambes engourdies d'être resté assis si longtemps. J'ai marché jusqu'à la fenêtre de mon salon, cette fenêtre par laquelle je regardais si souvent sans vraiment voir. La nuit était tombée complètement maintenant. Rouen s'étendait devant moi, des milliers de lumières dans l'obscurité, chacune représentant une vie, une histoire, une conscience. Et j'ai réalisé quelque chose de stupéfiant. Chacune de ces lumières était une personne comme moi, quelqu'un qui avait regardé le même message, quelqu'un qui avait entendu les mêmes mots, quelqu'un qui était confronté au même choix, des milliers de personnes rien que dans cette ville, des millions à travers le pays.
Des milliards sur la planète. Combien allaient choisir de changer? Combien allaient choisir de se réveiller? Et combien allaient choisir de retourner au sommeil, de nier ce qu'ils venaient de voir, de rationaliser l'irrationalisable jusqu'à ce qu'ils puissent continuer exactement comme avant? Je ne le savais pas. Je ne le saurais peut-être jamais. Mais je savais une chose. Je ne pouvais contrôler que mon propre choix. Pas celui de ma mère, pas celui de mes collègues, pas celui de l'humanité, juste le mien. Et pour la première fois depuis des années, peut-être depuis des décennies, j'ai pleuré vraiment. Pas de frustration ou de fatigue ou de colère refoulée, mais de quelque chose de plus vaste, de plus ancien, de plus vrai, quelque chose que j'avais oublié existait. Le chagrin, oui. Le chagrin pour toutes ces années perdues, pour toutes ces occasions manquées. Pour tous ces moments où j'aurais pu choisir la connexion et où j'avais choisi la séparation. Pour tous ces « je t'aime » non dits. Pour tous ces « je suis désolé » retenus. Pour toutes ces fois où j'avais eu l'opportunité d'être vrai et où j'avais choisi d'être faux. Mais un chagrin propre, clair, qui ne demandait qu'à être ressenti, accueilli, libéré. Et sous le chagrin, quelque chose d'autre, de la joie. Une joie inexplicable, considérant les circonstances. La joie d'être vivant. La joie d'être conscient. La joie de ressentir, même si ce que je ressentais était douloureux, parce que ressentir signifiait que j'étais encore là, que je n'étais pas complètement mort intérieurement, que quelque chose en moi était encore capable de s'émouvoir, de s'ouvrir, de vibrer. De la gratitude aussi, une gratitude profonde, inexplicable. Gratitude pour cet apocalypse qui n'en était pas une. Gratitude pour ce dévoilement forcé. Gratitude pour cette dernière chance qui m'était offerte. Gratitude envers des êtres dont je ne connaissais rien, qui étaient devenus de je ne sais où pour nous dire ce que nous avions besoin d'entendre, sachant probablement que la plupart d'entre nous refuseraient d'écouter, mais le faisant quand même, par compassion, par espoir, par foi en notre potentiel à nous réveiller. De l'émerveillement. L'émerveillement d'être là, dans ce moment précis de l'histoire humaine. L'émerveillement de participer à quelque chose de plus grand que moi. L'émerveillement devant le mystère pur et simple d'exister, de conscient, d'être une conscience dans un corps, sur une planète qui tourne autour d'une étoile, dans une galaxie, parmi des milliards de galaxies, et d'avoir la capacité de le savoir, de s'en émerveiller, de s'interroger sur le sens de tout cela. Je suis resté à la fenêtre pendant longtemps. Je ne sais pas combien de temps exactement. Le temps avait perdu sa texture habituelle. Il ne s'écoulait plus de la même manière, comme si l'apocalypse avait fissuré non seulement ma conscience, mais la structure même de la réalité telle que je la percevais. À un moment, j'ai vu mon reflet dans la vitre. Thomas Mercier, 43 ans. Des rides autour des yeux que je n'avais pas remarquées avant. Des cheveux qui commençaient à grisonner sur les tempes, un visage familier que je voyais chaque jour dans le miroir sans vraiment le voir. Mais ce soir, je me voyais différemment. Pas avec le jugement habituel, la liste des défauts, des choses à améliorer, des comparaisons avec ce que j'aurais dû être. Non, avec compassion, avec douceur, avec reconnaissance. Ce visage avait porté tant de choses, tant de douleurs non exprimées, tant de peurs non reconnues, tant d'amour non donné, et il était encore là. Je tenais encore debout, j'avais survécu à tout ce qui m'était arrivé, imparfaitement, maladroitement, mais j'avais survécu. Et maintenant, peut-être, je pourrais faire plus que survivre, peut-être que je pourrais commencer à vivre. J'ai pensé à tous les gens qui dormaient dans l'immeuble, mes voisins dont je ne connaissais même pas les noms, des gens avec qui je partageais des murs, un escalier, un bout d'existence, mais avec qui je n'avais jamais eu de vraie conversation. Est-ce qu'ils avaient regardé le message? Est-ce qu'ils ressentaient ce que je ressentais? Est-ce qu'ils étaient aussi bouleversés, aussi ébranlés, aussi désorientés que moi? J'ai eu soudain l'impulsion d'aller frapper à leur porte, de créer une connexion, de dire « Nous venons de vivre quelque chose d'extraordinaire ensemble, parlons-en, partageons ce que nous ressentons. » Mais je me suis retenu, pas par peur, ou pas seulement par peur,
mais parce que je réalisais que ce que je venais de vivre était tellement intime, tellement personnel, que le forcer sur quelqu'un d'autre serait une violation. Le changement ne peut pas être imposé, il ne peut qu'être choisi. C'était précisément ce que les êtres avaient dit. Ils n'étaient pas venus nous sauver, ils n'étaient pas venus nous forcer à changer. Ils étaient venus nous montrer ce qu'ils voyaient et nous laisser décider. J'ai tourné le dos à la fenêtre et j'ai regardé mon appartement. Ces meubles que j'avais achetés sans vraiment les choisir, parce qu'ils étaient en solde, ou pratiques, ou conformes à ce qu'on était censé avoir dans un appartement. Ce canapé usé, cette table qui penchait, ces murs blancs et vides parce que je n'avais jamais pris le temps de les décorer, de les personnaliser, de faire de cet espace quelque chose qui me ressemble vraiment. Cet appartement était une métaphore parfaite de ma vie, fonctionnelle, acceptable, mais vide, sans âme, sans vie, un espace de transit plutôt qu'un chez-moi. Comme si j'avais toujours été en attente de quelque chose, en route vers quelque part, sans jamais vraiment m'installer, m'enraciner, dire « je suis ici, c'est ma vie, c'est maintenant ». Et peut-être que c'était ça aussi, l'apocalypse. La fin de l'attente, la fin du report constant de la vie réelle à un futur hypothétique où les conditions seraient parfaites. La fin de l'excuse éternelle. Quand j'aurai plus de temps, plus d'argent, un meilleur travail, une relation, alors je commencerai vraiment à vivre. La reconnaissance brutale qu'il n'y avait pas de futur parfait, qu'il n'y avait que maintenant, ce moment, cette respiration, ce battement de cœur. Je me suis assis par terre, le dos contre le mur, et j'ai fermé les yeux. J'ai porté mon attention sur ma respiration, inspiration, expiration. Un geste si simple, si basique, que je faisais des milliers de fois par jour sans jamais y prêter attention. Mon corps respirait tout seul, miracle autonome, pompe perpétuelle qui me gardait en vie seconde après seconde. Et en portant mon attention sur ma respiration, j'ai senti quelque chose se calmer en moi. Le tourbillon de pensées, d'émotions, de questions, de peurs qui tournoyaient dans ma tête depuis le message commençait à ralentir. Pas à disparaître, mais à ralentir suffisamment pour que je puisse l'observer au lieu d'être emporté par lui. J'ai réalisé que c'était ça, peut-être, le début. Le retour à la présence, le retour au corps, le retour à la respiration. Pas comme une technique de relaxation ou une méthode de développement personnel, mais comme un ancrage dans la réalité, une façon de dire « je suis ici, maintenant », dans ce corps, dans ce moment, pas dans le passé qui n'existe plus, pas dans le futur qui n'existe pas encore, ici, maintenant. Les êtres avaient parlé de choix quotidiens, de choix simples, et peut-être que celui-ci était le premier, le choix d'être présent, de revenir encore et encore à ce moment, à cette respiration, à cette conscience d'exister. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là. Les minutes se sont transformées en heures, peut-être. À un moment, j'ai entendu une sirène au loin. Puis le silence est revenu. La ville semblait retenir son souffle, comme moi. Comme si nous étions tous, collectivement, dans ce moment suspendu entre l'ancien monde et le nouveau, entre l'ancien nous et le nouveau nous, ne sachant pas encore qui nous allions devenir, mais sentant que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Finalement, je me suis levé. Mes jambes étaient engourdies, mon dos était raide, mais mon esprit était plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années. J'ai marché jusqu'à ma chambre, cette pièce que j'utilisais essentiellement pour dormir, et j'ai regardé mon lit défait, mes vêtements en désordre, le chaos quotidien de quelqu'un qui ne prend pas vraiment soin de son espace, parce qu'il ne prend pas vraiment soin de lui-même. Et j'ai commencé à ranger, pas par obligation, pas par sens du devoir, mais comme un acte de respect. Respect pour moi-même, respect pour ma vie, respect pour cet espace que j'habitais. Chaque vêtement plié était un petit acte de présence. Chaque objet remis à sa place était une petite déclaration. Je suis ici, je m'occupe de moi, ma vie a de la valeur. C'était un début minuscule, presque ridicule. Ranger une chambre n'allait pas sauver le monde, mais peut-être que ce n'était pas le but.
Peut-être que le but était de commencer là où j'étais, avec ce que j'avais, maintenant. Pas de grands gestes héroïques, juste de petits actes de conscience, de petits choix de présence, de petits moments de vérité. Les jours suivants ont été les plus étranges de ma vie. Le monde n'avait pas changé, du moins pas en apparence. Le lendemain matin, je suis sorti faire des courses et les rues étaient là, les voitures roulaient encore, les magasins étaient ouverts, les gens marchaient, parlaient, vivaient apparemment comme avant. Le soleil se levait à l'est et se couchait à l'ouest. La gravité continuait de fonctionner. Les lois physiques n'avaient pas été altérées. Mais quelque chose d'invisible s'était déplacé. Quelque chose d'essentiel avait changé. Et si on savait regarder, on pouvait le voir. Dans les yeux des gens, d'abord. Il y avait 3 types de regards maintenant. 3 catégories d'êtres humains qui s'étaient cristallisés depuis le message. Les premiers, les plus nombreux peut-être, avaient les yeux fermés même quand ils étaient ouverts. Ils continuaient comme avant. Beaucoup, en fait. La plupart, peut-être. Ils refusaient d'accepter ce qui s'était passé. Ils rationalisaient, expliquaient, interprétaient l'événement d'une manière qui leur permettait de continuer exactement comme avant, sans avoir à changer quoi que ce soit. C'était un canular, une manipulation, un trucage. Des experts apparaissaient à la télévision, sur les réseaux sociaux, expliquant comment c'était techniquement possible, comment des hackers très sophistiqués avaient réussi à pirater tous les écrans simultanément. Des théories du complot fleurissaient sur Internet. C'était le gouvernement, c'était les grandes corporations, c'était une opération psychologique de masse pour nous contrôler. Je les voyais dans la rue, ces gens, leurs visages fermés, leurs mâchoires serrées, leur refus obstiné de laisser entrer quelque chose qui pourrait ébranler la structure fragile qu'ils appelaient leur vie. Et je les comprenais. J'avais été l'un d'eux pendant 43 ans. Le déni était plus confortable que la vérité. Les deuxièmes avaient les yeux ouverts, mais voilés. D'autres encore l'interprétaient à travers leurs filtres religieux habituels. C'était une manifestation divine. C'était une épreuve. C'était le début de la fin des temps, comme leurs textes sacrés l'avaient prophétisé. Ils s'accrochaient à leurs croyances comme à des bouées de sauvetage, refusant de voir que le message était précisément de lâcher prise sur ces croyances, sur ces structures, sur ces certitudes qui les gardaient prisonniers. Ils voulaient bien changer le monde, mais pas changer eux-mêmes. Et puis il y avait les troisièmes, mais d'autres, et je ne peux pas dire combien exactement, mais suffisamment pour que ce soit palpable, avaient changé. Ils marchaient différemment. Pas dramatiquement, mais subtilement, avec plus de présence, avec plus de lenteur, comme s'ils avaient cessé de courir après quelque chose qu'ils ne rattraperaient jamais. Ils regardaient différemment. Ils voyaient vraiment les gens qu'ils croisaient dans la rue, au lieu de les traverser comme des fantômes transparents. Ils parlaient différemment, moins vite, avec plus de pause, avec plus d'écoute. J'étais l'un d'eux maintenant, ou du moins, j'essayais de l'être. Je retombais constamment dans les vieux schémas, mais je remarquais maintenant, ce premier matin au supermarché, quelque chose s'est produit qui a confirmé que je n'étais pas fou, que ce que je ressentais était réel. J'étais dans l'allée des légumes, en train de choisir des tomates, quand j'ai entendu pleurer, doucement, discrètement. Je me suis retourné et j'ai vu une femme, la cinquantaine peut-être, debout devant les poireaux, les épaules secouées de sanglots silencieux. L'ancien Thomas aurait détourné les yeux, mais le nouveau Thomas ne pouvait pas faire ça. Je me suis approché doucement. « Excusez-moi, ça va ?» Elle a levé les yeux vers moi, surprise, embarrassée. « Oui, pardon, je... » Elle a essuyé rapidement ses larmes. « C'est ridicule. »« Ce n'est pas ridicule, » ai-je dit doucement. Et puis, poussé par quelque chose que je ne comprenais pas tout à fait, j'ai ajouté « Vous avez regardé hier soir ?» Ses yeux se sont écarquillés, et j'ai vu quelque chose passer dans son regard, de la reconnaissance, du soulagement. « Oui, » a-t-elle murmuré, « vous aussi ?» J'ai hoché la tête. « Je n'ai pas dormi de la nuit » a-t-elle dit, les mots sortant en cascade.
Je n'arrête pas de penser à tout ce qu'ils ont dit. Je suis marié depuis 25 ans et ce matin, en regardant mon mari prendre son petit déjeuner, j'ai réalisé que je ne le connais pas vraiment. Nous vivons ensemble mais séparément. Et mes enfants ont grandi et je les ai à peine vus grandir. Elles pleuraient ouvertement maintenant. Et dans le supermarché, d'autres personnes s'arrêtaient, regardaient. Certains s'approchaient. Une autre femme, un homme âgé, un jeune homme avec un bébé. Et là, au milieu de l'allée des légumes, nous avons formé un cercle, 6 ou 7 personnes qui ne se connaissaient pas. Nous avons parlé pendant presque 1 heure. Chacun partageait son histoire, sa prise de conscience, sa douleur, ses regrets, ses espoirs. Et en écoutant ces inconnus, j'ai senti quelque chose d'extraordinaire se produire, une connexion, réelle, profonde, authentique. C'était ça que les êtres avaient voulu dire. Quand nous nous sommes séparés, nous avons échangé nos numéros. Pas pour créer une secte, juste pour rester connectés. Merci, m'a dit la femme. Merci d'avoir eu le courage de vous approcher. En rentrant chez moi, je me sentais différent, plus léger, plus vivant, plus réel. Je suis retourné au travail le lundi suivant. Mon contrat à durée déterminée était toujours en vigueur. Les tâches étaient les mêmes, les réunions étaient les mêmes, les emails étaient les mêmes. L'open space, avec ses rangées de bureaux identiques, ses néons trop blancs, son bourdonnement permanent d'ordinateurs et de conversations étouffées. Mais moi, j'étais différent. La première réunion de la semaine, celle que je redoutais habituellement, celle où mon chef passait 1 heure à parler de chiffres qui ne signifiaient rien pour personne, de pourcentage de croissance, d'objectifs trimestriels, de stratégies d'optimisation. J'y suis allé différemment. Je me suis assis à ma place habituelle, au fond de la salle de conférence, là où j'avais l'habitude de me réfugier pour être le moins visible possible. J'ai ouvert mon ordinateur portable comme d'habitude, mais cette fois, je ne l'ai pas utilisé comme écran de protection entre moi et les autres. Je l'ai refermé. J'ai levé les yeux. J'ai regardé vraiment. Mon chef, Bernard, 58 ans, 3 années de ma retraite. Je le connaissais depuis 5 ans et je ne savais rien de lui, rien de réel. Je savais qu'il était marié, qu'il avait 2 filles adultes, qu'il jouait au golf le dimanche. Des faits, des données, mais je ne le connaissais pas lui, l'homme derrière le titre, la personne derrière la fonction. Et en l'écoutant vraiment, pas en faisant semblant d'écouter pendant que mon esprit était ailleurs, en train de faire ma liste de courses ou de ressasser une conversation de la veille, j'ai réalisé quelque chose de frappant. Il était terrifié, sous l'autoritarisme, sous l'assurance apparente, sous les chiffres qu'il récitait avec l'air de quelqu'un qui maîtrise son sujet. Il y avait un homme terrifié. Terrifié de perdre sa position. Terrifié d'être découvert comme incompétent, comme imposteur. Terrifié de ne pas être à la hauteur. Terrifié que quelqu'un remarque qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait, qu'il improvisait la plupart du temps, qu'il était aussi perdu que nous tous. Je voyais comment ses mains tremblaient légèrement quand il pointait vers les graphiques sur l'écran. Comment sa voix devenait plus forte, plus insistante, quand quelqu'un posait une question difficile, compensant par le volume ce qui manquait en certitude. Comment ses yeux fuyaient parfois, se fixaient sur un point du mur, comme s'il se demandait ce qu'il faisait là, comment il en était arrivé là, s'il y avait une sortie possible. Et cette terreur le poussait à compenser, à dominer, à contrôler. Plus il avait peur, plus il serrait la vis. Plus il se sentait vulnérable, plus il devenait autoritaire. C'était un mécanisme de défense, pas de la méchanceté, de la peur, et au lieu de le détester comme d'habitude, au lieu de nourrir ce ressentiment que j'avais cultivé pendant des années, cette histoire que je me racontais sur le méchant patron tyrannique qui rendait ma vie misérable, j'ai ressenti de la compassion. Une compassion réelle, pas forcée, pas intellectuelle, pas du genre « je devrais être plus gentil ». Non, une compassion viscérale, profonde, qui venait du fait que je voyais en lui ce que j'avais vu en moi. La peur, l'insécurité,
Le désespoir de prouver quelque chose à quelqu'un, n'importe quoi, à n'importe qui, pour se sentir valide, réel, digne d'exister. Nous étions pareils, Bernard et moi. Nos cages étaient juste de formes différentes. À la pause café, Julien est venu me parler. Julien, mon collègue que je détestais, ou que je croyais détester. 37 ans, diplômé d'une grande école, sourire facile, blague permanente, toujours partant pour l'apéro du vendredi, le type que tout le monde aimait, le type que j'avais pris pour cible de mon ressentiment parce qu'il représentait tout ce que je n'étais pas ou ce que je croyais ne pas être. D'habitude, quand il s'approchait de moi, je donnais des réponses monosyllabiques en regardant mon téléphone, en attendant qu'il parte, en espérant qu'il comprendrait le message et qu'il me laisserait tranquille. Mais cette fois, au lieu de l'éviter, au lieu de me replier dans ma coquille protectrice, j'ai posé mon téléphone. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai écouté. Vraiment écouté. « Ça va, Thomas ?» m'a-t-il demandé. « Tu as l'air, je sais pas, différent. Tu as regardé ce truc bizarre hier soir ?»« Oui, » ai-je dit simplement. « Toi aussi ?» Il a hoché la tête et j'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. Quelque chose que je n'avais jamais vu avant, de la vulnérabilité, du doute, de la peur. C'était perturbant, non? Il a ri nerveusement, ce rire qu'on utilise quand on parle de quelque chose qui nous affecte trop profondément pour qu'on puisse l'admettre directement. Tout ce qu'ils ont dit sur comment on vit tous en surface, comment on évite tout ce qui est réel, ça m'a vraiment... Il s'est arrêté, a regardé son café. Et puis, comme si un barrage cédait, les mots ont commencé à sortir. « Écoute, je sais qu'on n'est pas proche. Je sais que je sens que tu ne m'aimes pas beaucoup. Et je comprends. Je suis le type qui fait semblant que tout va bien tout le temps. Le clown du bureau. Mais... » Il a pris une grande inspiration. « Ma femme et moi, on est en train de divorcer. Les papiers sont signés. C'est fini. 8 ans de mariage. Et le pire... c'est que je ne suis même pas triste. Enfin, je suis triste, mais plus pour ce que ça représente que pour ce que je perds réellement. Parce qu'honnêtement, on n'était plus vraiment ensemble depuis des années. On vivait dans le même appartement, mais on était des étrangers. Il a levé les yeux vers moi, et j'ai vu des larmes qu'il essayait de retenir. Et mes enfants. J'ai 2 enfants, Thomas, 7 et 5 ans. Et hier soir, en pensant à ce que ces êtres ont dit, j'ai réalisé que je les connais à peine. Je sais qu'ils aiment les dinosaures et la patte patrouille. Je sais qu'ils ont peur du noir. Mais qui sont-ils vraiment? Qu'est-ce qu'ils ressentent? De quoi rêvent-ils? Je n'en ai aucune idée. Parce que je suis toujours ici, ou en déplacement, ou fatigué quand je rentre, et ils vont grandir, et je vais me réveiller un jour, et ils seront adultes, et je ne les aurai jamais vraiment connus. Il pleurait maintenant, silencieusement, dans la salle de pause de l'entreprise, et j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire 1 semaine plus tôt. J'ai posé ma main sur son épaule. Pas un geste vide, un geste réel, une connexion physique qui disait « Je te vois, je t'entends, tu n'es pas seul ». Et la dépression, a-t-il continué, sa voix à peine audible maintenant. J'ai des idées noires parfois. Pas tout le temps, mais parfois, en conduisant, je pense à quoi ça ressemblerait de juste tourner le volant, de percuter un arbre, d'en finir, et je souris en arrivant au bureau et je fais mes blagues et personne ne sait. Personne ne voit. Je vois, ai-je dit doucement. Maintenant je vois. Nous sommes restés là, dans cette salle de pause impersonnelle, avec sa machine à café qui fuyait et son frigo qui ronronnait, 2 collègues qui se connaissaient depuis des années sans jamais vraiment se connaître, et pour la première fois, nous nous sommes vraiment vus. « Merci », a-t-il dit finalement. « Merci de ne pas détourner le regard. Merci de ne pas faire semblant que je n'ai rien dit. Merci d'être là. »« Je suis désolé, ai-je dit. Désolé de t'avoir jugé. Désolé d'avoir créé cette distance entre nous. Désolé de ne pas avoir vu ce que tu portais. » Il a souri, un vrai sourire cette fois, pas le sourire performatif qu'il portait habituellement comme un masque. « On recommence ?» m'a-t-il demandé.
pas comme des collègues, comme des humains? Oui, ai-je répondu. Recommençons. Cette conversation a changé quelque chose entre nous. Les semaines suivantes, Julien et moi avons commencé à déjeuner ensemble régulièrement. Pas pour parler de travail, pour parler de vie, de vérité, de peur, d'espoir, de ce que ça signifiait d'essayer de se réveiller dans un monde qui voulait qu'on dorme. Et progressivement, d'autres personnes se sont jointes à nous. Sophie, de la comptabilité, qui se remettait d'un burn-out et qui essayait de comprendre comment elle en était arrivée à sacrifier sa santé mentale pour un travail qui ne l'avait jamais valorisé. Marc, de la logistique, qui était sobre depuis 6 mois après 10 ans d'alcoolisme et qui apprenait à ressentir ses émotions sans les noyer. Amélie, stagiaire de 23 ans, qui venait de sortir de l'école et qui regardait avec horreur le monde du travail dans lequel elle était censée passer les 40 prochaines années de sa vie. Nous formions une sorte de groupe de soutien informel, pas officiel, pas structuré. Juste des gens qui essayaient d'être plus vrais dans un environnement qui récompensait la fausseté. Des gens qui avaient entendu le message et qui essayaient, maladroitement, imparfaitement, de vivre différemment. « Je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça », a-t-il dit à un moment, l'air surpris de lui-même. « D'habitude, je ne parle pas de ces choses. » Et j'ai compris. Il me racontait tout ça parce que j'étais présent. Vraiment présent. Parce que pour la première fois, je n'étais pas en train de juger, de comparer, d'évaluer. J'étais juste là, en train d'écouter un autre être humain partager sa douleur. Les semaines ont passé, puis les mois. Le monde continuait de tourner. Les nouvelles continuaient d'arriver. Certaines bonnes, beaucoup de mauvaises. La crise climatique ne s'était pas arrêtée, les conflits politiques continuaient, l'économie fluctuait, les gens mouraient, naissaient, aimaient, souffraient, vivaient. Tous les problèmes que nous avions avant l'apocalypse existaient toujours. Mais quelque chose avait changé, imperceptiblement au début, puis de plus en plus visiblement. Il y avait plus de gentillesse dans le monde, pas partout, pas chez tout le monde, mais suffisamment pour être remarqué, mesuré, ressenti. Des gens qui s'arrêtaient pour aider un étranger ramasser ses courses tombées sur le trottoir. Des conversations dans les files d'attente qui allaient au-delà de « il fait beau aujourd'hui » pour toucher quelque chose de plus profond. Des actes de générosité spontanés, sans attente de retour, sans besoin de reconnaissance. Dans ma rue, les voisins commençaient à se parler. Pas juste des bonjours polis, mais de vraies conversations. Madame Beaumont, 82 ans, veuve, vivant seule au rez-de-chaussée, avait organisé un dîner communautaire dans le petit jardin de l'immeuble. 20 personnes étaient venues. 20 personnes qui vivaient dans le même bâtiment depuis des années sans jamais vraiment se rencontrer. Nous avions mangé, ri, partagé nos histoires. Et à la fin de la soirée, quelque chose avait changé. L'immeuble n'était plus une collection d'étrangers vivant dans des boîtes séparées. C'était une communauté, imparfaite, naissante, mais réelle. J'ai commencé à voir ma mère régulièrement. 1 fois par semaine au début, puis 2 fois, puis parfois, je passais le week-end entier. Nous parlions, vraiment, de choses dont nous n'avions jamais parlé avant. De mon père, mort quand j'avais 15 ans d'une crise cardiaque brutale. Nous n'avions jamais vraiment fait le deuil ensemble. Elle avait porté sa douleur seule, stoïquement pour être forte pour moi. Et moi j'avais porté la mienne seule, en silence, pour ne pas l'inquiéter. 2 solitudes parallèles qui ne se touchaient jamais. Mais maintenant, nous pleurions ensemble. Nous partagions nos souvenirs, les bons, les difficiles, les compliqués. Mon père n'avait pas été parfait. Il avait été absent souvent, préoccupé toujours, émotionnellement distant. Mais il nous avait aimés, à sa manière, maladroite, limité par sa propre histoire, ses propres blessures, sa propre incapacité à exprimer ce qu'il ressentait. Ma mère me racontait des choses que je n'avais jamais sues. Comment mon père pleurait parfois la nuit, silencieusement, pensant qu'elle dormait. Comment il regrettait de ne pas passer plus de temps avec moi, mais sentait qu'il n'avait pas le choix, que c'était son rôle, son devoir de fournir, de protéger,
de garantir la sécurité matérielle, même si ça signifiait sacrifier tout le reste. Comment il était terrifié de mourir jeune comme son propre père et de nous laisser sans rien. Il t'aimait tellement, m'a dit ma mère un soir, les larmes coulant librement sur son visage ridé. Il ne savait juste pas comment te le montrer, il n'avait jamais appris. Son propre père était encore plus distant. C'était une chaîne, tu comprends? Une transmission de l'incapacité à aimer ouvertement, à être vulnérable, à se connecter vraiment. Et j'ai compris, profondément, viscéralement. Mon père n'avait pas choisi d'être absent. Il avait été programmé, conditionné, formaté par une société qui disait aux hommes que leur valeur résidait dans ce qu'ils fournissaient, pas dans ce qu'ils ressentaient, que montrer ses émotions était une faiblesse, que leur rôle était de performer, pas de connecter. Et j'avais perpétué le même schéma, j'étais devenu comme lui, absent même quand j'étais présent, émotionnellement fermé, incapable de montrer ma vulnérabilité. La chaîne continuait. Jusqu'à maintenant, jusqu'à ce choix conscient de la briser. Je ne veux pas faire la même erreur, ai-je dit à ma mère ce soir-là. Je ne veux pas arriver à la fin de ma vie et réaliser que j'ai passé à côté de tout ce qui comptait vraiment. Je ne veux pas que tu meures en te demandant si je t'aimais. Je veux que tu le saches, maintenant, pendant que tu es encore là, pendant que nous sommes encore là. Je le sais, mon chéri, a-t-elle dit en prenant ma main, cette main d'homme de 43 ans dans sa main de femme de 68 ans. Je le sais maintenant. Et tu sais quoi? Pour la première fois depuis la mort de ton père, je me sens vivante. Vraiment vivante. Pas juste en train de survivre, d'attendre la mort, de passer le temps. Vivante. Un jour, en marchant avec elle dans le parc près de chez elle, elle m'a pris la main spontanément, comme elle le faisait quand j'étais enfant. Je ne me souvenais même plus de la dernière fois que nous nous étions tenus la main. 20 ans, 30 ans. À quel moment avions-nous décidé que se tenir la main n'était plus approprié pour une mère et son fils adulte? J'ai serré sa main, pas fortement, doucement, délicatement, comme on tient quelque chose de précieux qu'on ne veut pas briser. Et j'ai pleuré en marchant. Des larmes silencieuses qui coulaient sur mes joues sans que je les retienne. Et elle a pleuré aussi. Et nous n'avons rien dit parce qu'il n'y avait rien à dire. Tout était dans ce geste, dans cette main qui en tenait une autre, dans cette connexion physique simple qui disait « Je suis là, tu es là, nous sommes ensemble, maintenant ». Toutes les années perdues, tout l'amour qui avait toujours été là, mais qui n'avait jamais trouvé comment s'exprimer. Toute la distance que nous avions maintenue par habitude, par peur, par conditionnement social, qui nous disait que l'intimité entre adultes, même parents et enfants, était gênante, inappropriée, excessive. Mais ce n'était pas gênant. C'était la chose la plus naturelle du monde. C'était être humain. C'était aimer sans se cacher. C'était la connexion que les êtres avaient parlé. Simple, directe, vraie. J'ai quitté mon travail 6 mois après l'apocalypse. La décision s'est imposée progressivement, naturellement, comme un fruit qui mûrit jusqu'à ce qu'il doive tomber. Ce n'était plus soutenable. Pas parce que le travail était devenu plus difficile, mais parce que je ne pouvais plus faire semblant. Je ne pouvais plus passer 8 heures par jour à faire des choses qui n'avaient aucun sens pour moi, dans un environnement qui valorisait la performance sur la présence, les résultats sur les relations, le profit sur les personnes. Chaque jour était une friction, entre qui j'étais en train de devenir et qui on me demandait d'être, entre la vérité que j'avais découverte et le mensonge que je devais performer, entre la connexion que je cherchais et la séparation qu'on m'imposait. Un matin, je me suis réveillé et j'ai su. C'était le moment, pas dans 1 an, pas dans 6 mois, maintenant. Je ne savais pas ce que j'allais faire après. Je n'avais pas de plan B, pas de nouveau travail qui m'attendait, pas de projet entrepreneurial brillant, juste une certitude, je ne pouvais plus continuer comme ça. J'ai attendu la fin de la journée. Je suis allé voir Bernard dans son bureau. Il était là, penché sur son ordinateur, les épaules voûtées, l'air épuisé. 58 ans et il semblait en avoir 75. « Bernard, je peux te parler ?» Il a levé les yeux, surpris.
Nous nous parlions rarement en dehors des réunions formelles. Bien sûr, Thomas, assieds-toi. Je me suis assis. J'ai pris une grande inspiration. Je vais partir. Je donne ma démission. Il a cligné des yeux comme s'il ne comprenait pas les mots. Tu as trouvé un autre poste? Non, je n'ai rien trouvé. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne peux plus faire ça. Ce n'est pas que c'est mal, ce n'est pas que tu es mal. C'est juste que ça ne me nourrit pas, ça ne me rend pas vivant. Et j'ai compris que le temps que j'ai est limité et que je veux le passer à faire quelque chose qui a du sens pour moi. Il m'a regardé longuement, et j'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. Pas de la colère, pas de la déception, de l'envie, du respect, et peut-être un peu de tristesse. Tu as regardé ce message, a-t-il dit doucement. Ce n'était pas une question. Oui, moi aussi. Il s'est adossé à sa chaise, a regardé le plafond. Toute ma vie, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. Les bonnes études, le bon travail, la bonne carrière. Et maintenant j'ai 58 ans et je me demande ce que j'ai fait de ma vie. Qu'est-ce que j'ai construit qui a vraiment de la valeur? Pas des chiffres sur un rapport trimestriel, mais quelque chose de réel, de significatif. Il a ri amèrement. Tu sais ce que ma plus jeune fille m'a dit la semaine dernière? Elle a 30 ans. Elle m'a dit, « Papa, je ne te connais pas. Je sais ce que tu fais pour vivre. Je sais que tu es important dans ton entreprise. Mais qui tu es, ce que tu ressens, ce qui te fait peur, ce dont tu rêves? Aucune idée. » Et elle avait raison. J'ai passé sa vie entière à être absent. Physiquement présent peut-être, mais mentalement, émotionnellement complètement absent. Il m'a regardé dans les yeux. Tu as du courage, Thomas. Le courage de partir. Le courage de sauter sans savoir où tu vas atterrir. Moi, je ne peux pas. J'ai 3 ans avant la retraite. 3 ans. Et je vais les faire, parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Continuer, persévérer, même quand ça ne fait plus de sens. Il n'est pas trop tard, ai-je dit doucement. Pour ta fille, pour ta vie. Il n'est jamais trop tard. Il a souri tristement. Peut-être, ou peut-être que c'est plus facile pour toi. Tu as 43 ans. Moi, j'en ai 58. Les gens ne changent pas à mon âge. Les gens changent à n'importe quel âge. S'ils choisissent de changer. Nous sommes restés là un moment en silence. Puis il a tendu sa main. Bonne chance, Thomas. Vraiment. Et merci. Merci de m'avoir rappelé que c'était possible. De partir. De choisir différemment. J'ai serré sa main. Bonne chance à toi aussi, Bernard. En sortant de son bureau, j'ai senti quelque chose d'étrange. Pas de peur. Pas de regret. Pas d'anxiété sur ce qui allait suivre. Juste du soulagement. Un immense soulagement. Comme si j'avais porté un poids pendant des années, sans même réaliser que je le portais, et que maintenant, enfin, je le posais. Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. C'est l'honnêteté que je me dois. Je n'ai pas de plan grandiose, pas de projet révolutionnaire, pas de vision claire d'un avenir parfait qui m'attend. Mes économies me permettront de tenir quelques mois, peut-être 1 an si je suis prudent, si je vis simplement, si je ne gaspille rien. Et après, je ne sais pas. Peut-être que je trouverai un autre travail, quelque chose de plus simple, de moins prétentieux, de plus aligné avec qui je suis devenu. Peut-être que je ferai quelque chose de complètement différent. J'ai toujours aimé travailler avec mes mains, créer des choses physiques, tangibles. Peut-être que j'apprendrai la menuiserie, la poterie, quelque chose où je peux voir le résultat direct de mon effort. Peut-être que j'échouerai. Peut-être que je me retrouverai dans une situation pire qu'avant, plus précaire, plus vulnérable. Mais ce que je sais avec une certitude absolue qui ne laisse aucune place au doute, c'est que je ne peux plus vivre comme avant. Je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus porter ce masque qui étouffait mon visage réel. Je ne peux plus jouer ce rôle dans une pièce dont je ne comprends même pas l'intrigue, dont je ne sais même pas qui a écrit le script, pourquoi nous le jouons, pour qui nous le jouons. La peur est toujours là, bien sûr. Elle n'a pas disparu. Chaque matin, quand je me réveille dans mon appartement, sans la structure rassurante du travail qui m'attend, sans le calendrier qui me dit où je dois être et quand, la peur est là.
Qu'est-ce que je fais de ma vie? Où vais-je? Qui vais-je devenir? Mais c'est une peur différente maintenant. Pas la peur paralysante qui m'empêchait de bouger, qui me gardait prisonnier d'une situation insatisfaisante par terreur de l'inconnu. C'est une peur vivante, une peur qui dit « Tu es en train de faire quelque chose d'important, tu es en train de prendre un risque, tu es en train de vivre vraiment ». Je me suis inscrit à un cours de poterie le mois dernier. Un cours du soir, 2 fois par semaine, dans un petit atelier près de chez moi. Je ne sais pas pourquoi exactement. Juste une impulsion, une curiosité, un désir de créer quelque chose avec mes mains, de voir la matière se transformer sous mes doigts. Le premier soir, j'étais assis devant le tour de potier, un bloc d'argile humide devant moi. Et l'instructrice, une femme d'une 60aine d'années avec des cheveux gris et des mains couvertes d'argile séchée, m'a montré comment centrer l'argile. « C'est la base de tout », a-t-elle dit. « Si l'argile n'est pas centrée, tout ce que vous essaierez de créer sera déséquilibré, instable, voué à s'effondrer. » J'ai essayé. Encore. Et encore. Et encore. Pendant 1 heure, j'ai essayé de centrer cette foutue argile. Elle glissait sous mes mains. Elle résistait. Elle allait dans toutes les directions sauf celle que je voulais. C'était frustrant, épuisant, humiliant même, de voir les autres élèves, dont certains débutaient aussi, réussir là où j'échouais. Et puis, à un moment, quelque chose s'est produit. J'ai arrêté d'essayer de forcer l'argile. J'ai arrêté de lutter contre elle. J'ai juste été là, présent, attentif, sentant la texture sous mes mains, le mouvement du tour, la résistance et la malléabilité de la matière. Et doucement, progressivement, l'argile s'est centrée. Pas parce que j'avais appliqué plus de force, mais parce que j'avais trouvé le juste équilibre entre guidage et lâcher-prise. « Voilà », a dit l'instructrice en passant derrière moi. « Vous avez compris. Ce n'est pas une bataille, c'est une danse. » Et j'ai réalisé que c'était une métaphore parfaite pour ce que j'essayais de faire avec ma vie. Je ne pouvais pas forcer le changement, je ne pouvais pas lutter contre qui j'avais été pour devenir qui je voulais être. Je devais juste être présent, attentif, patient, et laisser la transformation se produire naturellement dans son propre temps. J'ai aussi commencé à méditer, pas d'une manière formelle, pas en suivant une tradition spécifique ou une technique particulière. Juste m'asseoir, en silence, chaque matin, 21 minutes, sans agenda, sans but, sans essayer d'atteindre quelque chose ou de devenir quelqu'un, juste être là, avec ma respiration, avec mes pensées qui tourbillonnent et ralentissent et tourbillonnent encore, avec mon corps qui me parle, qui me montre où je porte l'attention, où je retiens quelque chose qui veut être libéré, avec mes émotions qui montent et descendent comme des vagues, certaines douces, d'autres violentes, certaines reconnaissables, d'autres mystérieuses. Au début, c'était atroce. Mon esprit ne voulait pas s'arrêter. Il courait dans toutes les directions. Tu perds du temps. Tu devrais faire quelque chose de productif. Tu devrais chercher un travail. Tu devrais t'inquiéter de l'avenir. Tu devrais. Mais progressivement, sur des semaines puis des mois, quelque chose a changé. L'espace entre les pensées s'est élargi. Les moments de silence se sont allongés. Et dans ce silence, j'ai commencé à entendre quelque chose. Pas une voix, pas des mots, mais une sorte de savoir intérieur. Une intelligence qui était là tout le temps, mais que le bruit constant de mon esprit couvrait complètement. Cette intelligence me disait des choses. Pas de grandes vérités cosmiques. Des choses simples. Appelle ta mère aujourd'hui. Va te promener dans le parc. Écris cette lettre que tu évites d'écrire depuis des semaines. Des guidances douces, subtiles, qui venaient d'un endroit plus profond que mon mental agité. Et quand je les suivais, quand je faisais confiance à ces impulsions intérieures, même quand elles n'avaient pas de sens logique, quelque chose d'étrange se produisait. Les choses s'arrangeaient. Les synchronicités apparaissaient. Les rencontres importantes se produisaient au bon moment,
comme si, en me connectant à cette intelligence intérieure, je me connectais aussi à quelque chose de plus vaste, à un flux, à une rivière qui savait où elle allait, même si moi, je ne le savais pas. Je ne sais pas si l'humanité va s'en sortir. Honnêtement, je ne sais pas. C'est la question que tout le monde pose maintenant, 6 mois après le message. Est-ce que nous allons choisir de nous réveiller? Est-ce que nous allons choisir la connexion plutôt que la séparation? Est-ce que suffisamment de gens vont faire les choix nécessaires pour inverser la trajectoire? Certains jours, je suis plein d'espoir. Je vois les changements. Je vois les gens dans la rue se regarder vraiment. Je vois les gestes de gentillesse. Je vois les communautés qui se forment, comme celle dans mon immeuble. Je vois Julien qui a pris un congé pour passer plus de temps avec ses enfants. Je vois Sophie qui a démissionné de son travail toxique et qui a ouvert un petit café où elle crée l'ambiance chaleureuse qu'elle n'avait jamais trouvée ailleurs. Je vois des gens qui se réveillent, qui font des choix difficiles, qui choisissent la vérité plutôt que le confort. D'autres jours, je suis terrifié. Je vois le refus massif. Je vois les gens qui sont retournés exactement à leurs vieilles habitudes, qui ont rationalisé le message jusqu'à ce qu'il ne signifie plus rien, qui ont transformé un appel au réveil en une excuse pour dormir encore plus profondément. Je vois les guerres qui continuent, je vois la planète qui continue de se réchauffer, je vois l'inégalité qui continue de se creuser. Je vois les gens qui choisissent la peur, encore et encore, même quand l'amour est une option disponible. Mais j'ai réalisé quelque chose d'important, quelque chose que les êtres avaient essayé de nous dire, mais que je n'avais pas pleinement compris au début. Je ne peux pas sauver l'humanité, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma responsabilité. Je peux seulement me sauver moi-même, je peux seulement faire mes propres choix. Je peux seulement être présent dans ma propre vie, connecté dans mes propres relations, vrai dans ma propre existence. Et peut-être que si suffisamment de gens font ça, si suffisamment d'individus choisissent le réveil plutôt que le sommeil, la connexion plutôt que la séparation, la vérité plutôt que le mensonge, alors collectivement, nous franchir ce seuil, nous transcenderons, nous deviendrons ce que nous avons toujours eu le potentiel d'être, ou peut-être pas. Peut-être que nous échouerons, peut-être que nous sommes déjà trop loin, trop endormis, trop fragmentés. Peut-être que dans 100 ans, les historiens, s'il en reste, regarderont cette époque et diront « c'était leur dernière chance. Ils ont eu le message, ils ont eu le réveil, et ils ne l'ont choisi le sommeil quand même. » Je ne le sais pas. Et j'ai fait la paix avec le fait de ne pas le savoir, parce que l'incertitude fait partie de la vie, l'inconnu fait partie du voyage. Et essayer de contrôler l'avenir, de garantir le résultat, de m'assurer que tout ira bien, c'était précisément le problème qui m'avait gardé prisonnier pendant 43 ans. Maintenant, je vis dans le présent. Pas parce que c'est facile, pas parce que c'est confortable, mais parce que c'est tout ce que j'ai, ce moment, cette respiration, ce battement de cœur, cette conversation, cette connexion. L'apocalypse n'était pas la fin du monde. Je le sais maintenant avec une certitude que je ne peux pas expliquer avec des mots, mais que je sens dans chaque cellule de mon corps. Ce n'était pas la destruction de tout ce qui existe. Ce n'étaient pas les 4 cavaliers, et le feu, et le soufre, et le jugement dernier. C'était quelque chose de plus subtil et de plus puissant. C'était la fin du mensonge. Le mensonge que nous pouvions continuer ainsi, indéfiniment. Le mensonge que quelqu'un d'autre viendrait nous sauver, réparer nos erreurs, nous montrer le chemin. Le mensonge que nous étions séparés les uns des autres, que ton bien n'était pas mon bien, que ta douleur n'était pas ma douleur, que ta joie n'était pas ma joie. Le mensonge que nous étions nos possessions, nos accomplissements, nos rôles sociaux, nos identités fabriquées. Le mensonge que la vie était quelque chose à conquérir plutôt qu'à vivre, à contrôler plutôt qu'à embrasser, à comprendre plutôt qu'à ressentir. L'Apocalypse était le moment où ce mensonge est devenu insoutenable, où le voile est tombé assez longtemps pour que nous puissions voir ce qui était toujours vrai, mais que nous avions oublié, que nous sommes connectés, intrinsèquement, inséparablement, mystérieusement.
que nous partageons la même conscience, le même souffle, le même mystère incompréhensible d'exister dans un univers qui n'a aucune obligation d'exister, mais qui existe quand même, qui nous contient tous, qui nous porte tous, qui nous aime tous, d'un amour si vaste et si impersonnel que nous ne pouvons pas le comprendre avec nos petits esprits conditionnés. Et maintenant, chaque jour, je fais ce choix à nouveau. Parce que ce n'est pas un choix unique, fait une fois pour toutes, gravé dans le marbre, garanti pour l'éternité. C'est un choix quotidien, ourli, minute par minute, moment par moment, situation par situation. Choisir la présence quand la distraction serait plus facile, quand mon téléphone appelle, quand mon esprit veut fuir dans le passé ou le futur, plutôt que d'être ici, maintenant, dans ce moment imparfait mais réel. Choisir la connexion quand l'isolement serait plus sûr, quand ouvrir mon cœur signifie risquer d'être blessé, quand voir l'autre vraiment signifie être vu vraiment aussi. Choisir la vulnérabilité quand le masque serait plus confortable, quand montrer ma vraie nature signifie abandonner le contrôle de ce que les autres pensent de moi. Choisir la vérité quand le mensonge serait plus pratique, plus acceptable, plus susceptible de me gagner l'approbation que je cherche encore parfois malgré moi. Et je ne réussis pas toujours. Souvent, trop souvent, je retombe dans les vieux schémas. Je me surprends à regarder mon téléphone au lieu de regarder la personne en face de moi. Je me surprends à juger quelqu'un plutôt qu'à simplement les accepter tels qu'ils sont. Je me surprends à essayer de contrôler une situation plutôt que de faire confiance au processus. Je me surprends à fuir l'inconfort plutôt qu'à rester avec lui, à l'explorer, à apprendre ce qu'il a à m'enseigner. Mais la différence maintenant, la différence cruciale qui change tout, c'est que je le remarque. Je vois quand je dévie. Je sens quand je retourne au mensonge, quand je replonge dans l'automatisme, quand je redeviens absent, endormi, déconnecté. Et je peux choisir de revenir, encore et encore, autant de fois qu'il faudra, sans me juger, sans me condamner, sans transformer chaque échec en preuve que je suis fondamentalement brisé, irrécupérable, sans espoir, juste revenir, doucement, avec compassion, avec patience, comme on ramène un chiot qui s'est éloigné, pas avec colère mais avec douceur, parce que c'est ça finalement le travail. Ce n'est pas d'atteindre un état de perfection où nous ne dévions plus jamais, où nous sommes toujours présents, toujours connectés, toujours vrais. C'est de remarquer quand nous dévions et de choisir de revenir, encore et encore, pour le reste de nos vies. L'apocalypse continue, chaque jour, dans chaque choix, dans chaque interaction. Dans chaque moment où nous décidons d'être présents ou absents, connectés ou séparés, vrais ou faux. L'Apocalypse n'était pas un événement unique qui s'est produit puis s'est terminé. C'est un processus continu de révélation, de dévoilement, de retour progressif à ce qui est vrai après des siècles, des millénaires d'oubli. Et la seule question qui compte vraiment, n'est pas de savoir si l'humanité va survivre. C'est de savoir comment nous allons vivre, comme des fantômes dans nos propres vies, répétant les mêmes schémas morts, portant les mêmes masques usés, jouant les mêmes rôles creux, jusqu'à ce que la mort vienne enfin nous libérer de cette prison que nous avons construite nous-mêmes, ou comme des êtres pleinement vivants, conscients, présents, connectés à nous-mêmes, aux autres, au mystère incompréhensible et magnifique de ce qui est. Je ne peux pas choisir pour vous. Personne ne peut choisir pour vous. Pas moi. Pas les êtres qui sont apparus sur tous les écrans ce soir-là, qui ont pris l'extraordinaire risque de briser leurs règles de non-intervention pour nous dire ce que nous avions besoin d'entendre. Pas votre famille, vos amis, votre société, vos leaders, vos enseignants, vos prêtres, vos gourous. Personne. C'est votre choix. Le seul choix qui a vraiment de l'importance. Le seul choix qui détermine non seulement comment vous vivez, mais qui vous êtes, ce que vous devenez, ce que vous contribuez à la grande tapisserie de l'existence humaine. Allez-vous prendre votre dernière chance? Votre apocalypse personnel?
Votre moment de révélation où le voile tombe et où vous voyez clairement, peut-être pour la première fois, ce qui a toujours été vrai mais que vous avez passé votre vie à éviter. Ce moment est maintenant, pas demain, pas quand les conditions seront parfaites, pas quand vous aurez plus de temps, plus d'argent, plus de sécurité, plus de certitude. Maintenant, dans ce moment imparfait, incomplet, incertain où vous êtes en train de lire ces mots, de ressentir ce que vous ressentez, d'être confronté à votre propre vérité qui ne peut plus être niée, repoussée, enterrée, sous une couche supplémentaire de distraction. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné quelque part en vous, laissez un commentaire. S'il vous plaît, partagez ce que vous ressentez, partagez où vous en êtes dans votre propre voyage. Partagez vos doutes, vos peurs, vos espoirs, parce que c'est dans ces échanges, dans ces moments de vérité partagée, dans ces instants où nous osons nous montrer tels que nous sommes vraiment, que quelque chose commence à changer. Pas demain, pas dans un futur lointain où les conditions seront parfaites. Maintenant, dans ce moment précis où vous lisez ces mots, où vous ressentez ce que vous ressentez, où vous êtes confronté à votre propre vérité. L'Apocalypse n'était pas la fin du monde. Ce n'était pas la destruction de tout ce qui existe. C'était quelque chose de plus subtil et de plus puissant. C'était la fin du mensonge que nous vivions, le mensonge que nous pouvions continuer ainsi indéfiniment, le mensonge que quelqu'un d'autre viendrait nous sauver, le mensonge que nous étions séparés les uns des autres, que votre douleur n'était pas ma douleur, que votre joie n'était pas ma joie, le mensonge que nous étions nos possessions, nos accomplissements, nos rôles sociaux, nos identités fabriquées. L'Apocalypse était le moment où ce mensonge est devenu insoutenable, où le voile est tombé assez longtemps pour que nous puissions voir ce qui était toujours vrai, que nous sommes connectés, que nous sommes un, que nous partageons la même conscience, le même souffle, le même mystère d'exister. Et maintenant, chaque jour, je fais ce choix à nouveau, parce que ce n'est pas un choix unique, fait une fois pour toutes. C'est un choix quotidien, moment par moment, situation par situation. Choisir la présence quand la distraction serait plus facile. Choisir la connexion quand l'isolement serait plus sûr. Choisir la vulnérabilité quand le masque serait plus confortable. Choisir la vérité quand le mensonge serait plus pratique. Et je ne réussis pas toujours. Souvent, je retombe dans les vieux schémas. Je me surprends à regarder mon téléphone au lieu de regarder la personne en face de moi. Je me surprends à juger au lieu d'accepter. Je me surprends à fuir au lieu d'affronter. Mais la différence maintenant, c'est que je le remarque. Je vois quand je dévie. Je sens quand je retourne au mensonge. Et je peux choisir de revenir encore et encore, autant de fois qu'il faudra. Parce que c'est ça, finalement, l'Apocalypse. Ce n'est pas un événement unique qui se produit puis se termine. C'est un processus continu de révélation, de dévoilement, de retour à ce qui est vrai. L'Apocalypse continue, chaque jour, dans chaque choix, dans chaque interaction, dans chaque moment où nous décidons d'être présents ou absents, connectés ou séparés, vrais ou faux. Et la question n'est pas de savoir si l'humanité va survivre. La question est de savoir comment nous allons vivre. Comme des fantômes dans nos propres vies, ou comme des êtres pleinement vivants, conscients, présents. Je ne peux pas choisir pour vous. Personne ne peut choisir pour vous. Pas moi, pas les êtres qui sont apparus sur tous les écrans ce soir-là. Pas votre famille, vos amis, votre société, personne. C'est votre choix, le seul choix qui a vraiment de l'importance, le seul choix qui détermine tout le reste. Allez-vous prendre votre dernière chance ? L'Apocalypse n'était pas la fin du monde, c'était la fin du mensonge que nous vivions, et le début de la vérité que nous pouvons choisir de vivre maintenant.